Bonjour tout le monde. Alors bonjour tout le monde, il est 13h30, donc on va commencer. Bienvenue à tous. Bienvenue aux gens qui sont présents par la web diffusion. Donc rapidement, je vais vous expliquer comment la conférence va se dérouler. Monsieur Massé va faire une présentation d'environ 50 minutes. On va garder un 10 minutes pour la période de questions à la fin. Donc prenez vos questions en note. On va pouvoir lui répondre à la fin. Pour les gens qui sont en web diffusion, vous pouvez les envoyer par clavardage et puis certaines des questions, s'ils n'ont pas déjà été nommées dans la salle, vont pouvoir être acheminées à M. Massé. Donc, je vous présente M. Massé avant de commencer. M. Massé a une très longue feuille de route, donc si vous me permettez, là, on va la raccourcir. Vous pourrez la lire de toute façon dans le programme, elle est très bien détaillée, mais vous dire quand même qu'il a été enseignant, qu'il a occupé plusieurs postes de gestion différents, avec toujours la préoccupation des communautés d'apprentissage. Je pense qu'il a toujours été présent, qu'il a énormément cheminé de ce côté-là. La mise en place d'une culture d'amélioration continue, la création d'équipes de collaboration pour analyser le rendement des élèves, l'harmonisation des pratiques efficaces au sein d'une école sont les fondements de sa démarche professionnelle. Donc, merci. Puis sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Là, je veux juste vous dire d'emblée que pour ceux qui me connaissent, je me déplace habituellement. Alors, être derrière ceci cet après-midi, c'est très inconfortable pour moi. Mais je dois le faire parce que à cause de la web diffusion. Donc, je vais essayer de m'y tenir. Si jamais je pars dans le marché ou quelqu'un me dira retournez à votre podium, s'il vous plaît. Alors, ça fait plaisir d'être avec vous cet après-midi, en fait. Et puis, je reconnais des visages dans la salle. Puis, je suis un peu intimidé, je dois l'avouer aussi, parce que j'ai comme une de mes directions d'école que j'ai eu le privilège de vivre ma carrière professionnelle à mettre en place des CAP, qui est dans la salle aussi, notamment Lucille qui est ici avec moi, qui a fait une excellente présentation ce matin en passant aussi, sur le calendrier scolaire équilibré. Donc, si vous pensez que ce n'est pas vrai, là, vous pouvez aller vérifier avec elle si ce que je vous partage, c'est vrai ou non. Ça me fait plaisir. Mais en fait, aujourd'hui, ça me fait plaisir de prendre du temps et de réfléchir à ce qui est pour moi, je dirais, le point le plus essentiel en termes de jouer avec le temps. Parce que c'est le thème de la conférence, hein, de prendre du temps. Et je vous dirais que quand on réfléchit aux communautés d'apprentissage professionnel et qu'on mobilise les équipes de collaboration, il y a une seule et première raison de le faire, et c'est celle de développer un curriculum viable et garanti. Il y a deux termes dans ce que je viens de dire. La notion de viabilité, donc c'est la notion de temps, et la notion de garantie, ce qui va nous faire économiser du temps. Et puis en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, la recherche est un peu plus claire sur le fait que un curriculum viable et garanti, je dirais que c'est le secret le mieux gardé des écoles performantes. Parce que c'est pas là où on commence le travail et c'est en fait une des premières étapes pour déterminer un régime pédagogique qui va être, les termes le disent bien, viable et garanti. On a utilisé d'autres termes aussi dans la présentation, soutenu et je me souviens plus, les mots m'échappent, mais vous avez d'autres termes qui suggèrent aussi. Moi, je vais utiliser les mots viable et garanti parce que je suis davantage dans cette lignée de réflexion avec ces mots-là. Donc, vous me pardonnerez si je ne fais pas référence exactement au même terme. Mais en même temps, ça s'insère dans une culture qui est la deuxième grande idée des communautés d'apprentissage professionnel. Je sais, ce matin, dans la grande salle, on a parlé de la définition de communauté d'apprentissage professionnel. On s'entend et je reconnais de plus en plus que plus je parle à des gens, on dirait qu'il y a comme plus de définitions qui apparaissent aussi. Alors, je vais juste prendre quelques minutes pour définir ça dans le contexte qu'on se parle. Une communauté d'apprentissage professionnel dans la littérature, surtout américaine, parce que le concept au niveau de l'éducation, c'est là où ça s'est raffermi. C'est une question avec les auteurs Dufour et Ecker, entre autres, où on a vraiment défini ce que c'est une communauté d'apprentissage professionnel. Ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas un meeting, ce n'est pas une activité quelconque, c'est une façon d'être. Une façon d'être dans laquelle il y a 4 piliers importants, notamment des valeurs communes, une mission commune, une vision commune et ultimement des priorités d'amélioration communes qui s'insèrent finalement dans le projet éducatif. J'ai nommé les 4 piliers rapidement, mais le quatrième, qui est celui du projet éducatif, c'est celui en fait qui nous amène à la culture de collaboration, qui est la deuxième grande idée des communautés d'apprentissage professionnel. La première étant avoir de hauts niveaux de rendement pour tous les élèves.
des attentes élevées pour tous les élèves. Et la deuxième grande idée, c'est la notion de culture de collaboration. Et la notion de culture de collaboration et de responsabilité collective, je vais le dire, je le dis souvent, ce n'est pas mes élèves et tes élèves, ce sont nos élèves. Dans une communauté d'apprentissage professionnel, c'est tellement viscéral, cette idée de collaboration, que j'ai autant d'intérêt comme enseignant de troisième année dans ma classe à ce que les élèves de ma collègue dans la troisième année B réussissent que mes propres élèves. Ça, c'est aussi important, cette collaboration-là, pour arriver à un niveau arriver à pouvoir relever le défi d'assurer la réussite de chaque élève. Et ce n'est pas non plus des rencontres où, j'entendais aussi récemment, la notion de CAB, c'est on va trouver un problème chez les élèves, on va développer une équipe, puis on va s'attaquer au problème pour le résoudre. Ça n'a rien à voir. En fait, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que si vous continuez à faire ça, nous autres, quand on faisait ça, la perte de temps a été énorme. On a perdu 3, 4, 5 ans à essayer de régler, par exemple, des écarts chez nos élèves, essayer de trouver des élèves qui étaient en difficulté, puis comment on pouvait intervenir. Ce n'est pas le premier pas. En fait, ce qu'on demande, en fait, c'est de, vous savez, la réponse à l'intervention, de plus en plus, on fait la recherche sur la réponse à l'intervention et dans un contexte où on n'a pas travaillé le curriculum viable et garanti, ça a très peu d'impact sur la réussite des élèves. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont contents de ça, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous dire, on oublie, et j'insiste là-dessus, le niveau 1 d'enseignement efficace. Et le niveau 1 d'enseignement efficace, c'est de développer un curriculum viable et garanti. Tout ce que l'on va faire par la suite, les mesures de soutien du niveau 2 et du niveau 3, si à la base, nous n'avons pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je peux vous assurer que vous allez tourner en rond, perdre du temps longtemps. Si vous voulez économiser du temps, vous voulez trouver du temps pour mieux intervenir auprès des élèves qui ne réussissent pas, il va falloir développer un curriculum qui est viable et garanti. Êtes-vous d'accord avec moi que le programme, il est un petit brin ambitieux? N'est-ce pas? On peut se le dire, on peut faire semblant, tu sais, que non, le programme, il est tout à fait acceptable comme il est. En fait, j'entends des enseignants dire, je couvre le programme. Ouais, tu peux le couvrir, le programme. Est-ce que les élèves ont appris? Et la question est, est-ce que les élèves ont appris? Ce n'est pas de couvrir le programme. Et force est de constater que des enseignants et des enseignantes qui, à tous les jours, doivent composer avec ça de programme et ça de temps. Et ça, c'est la première chose. Ça de programme, ça de temps. La troisième chose, des niveaux de préparation variés de nouveaux élèves, pas vrai? Qui arrivent avec 2, 3, voire 4 niveaux d'études dans votre salle de classe. Et là, on demande à un enseignant, en isolement, en vase clos, parce qu'on veut respecter son autonomie, faites la différenciation, règle 3 années d'études dans 8 mois avec ces élèves-là, avec toute la compétence que tu as. Il n'y a aucun enseignant au monde qui va faire ça. Donc, si on veut arriver à s'économiser du temps, à intervenir de façon spécifique et stratégique, la première place où il faut considérer apporter notre réflexion, c'est une responsabilité collective d'un curriculum viable et garanti. En fait, quand on arrive aux équipes de collaboration, il y a un seul mandat des équipes de collaboration dans une communauté d'apprentissage professionnel avec les écrits que j'ai mentionnés tantôt. Ce n'est pas de réduire les écarts chez les garçons et filles. Ce n'est pas de trouver les élèves avec des TDAH ou des troubles de comportement et d'intervenir. C'est de développer un processus systématique et systémique pour s'assurer que l'ensemble des enseignants dans une école connaissent ce que les élèves doivent apprendre dans leur niveau d'études, mais dans chaque niveau d'études aussi. Alors, par exemple, si je suis un prof de troisième année, je connais les obligatoires dans ma troisième année, mais je connais aussi les obligatoires en première, deuxième, et je connais les obligatoires en quatrième, cinquième et sixième année. Pourquoi? On va en discuter un petit peu plus longuement, mais essentiellement, les propos d'emblée, c'est ça de ce genre-là. Les élèves doivent, ce que les élèves doivent apprendre par cours, par année d'études et pour chaque unité d'enseignement, que j'appellerais aussi des séquences d'apprentissage, qui sont des étapes d'apprentissage d'environ 7 à 8 semaines. Donc, on reviendra tantôt à ça. Parce que les défis auxquels les écoles sont confrontées sont trop importants pour s'isoler derrière nos portes de classe. Puis en fait, ça demande un effort concerté où on apprend ensemble, les collègues ensemble, à développer un curriculum viable et garanti. Et ça aide à l'apprentissage des élèves, mais ça aide aussi à l'apprentissage des adultes. En fait, la théorie d'action est la suivante. C'est que si on veut une réponse à l'intervention qui est efficace, ça prend d'abord et avant tout un enseignement efficace dans la salle de classe.
Je vais dire quelques mots sur l'enseignant efficace, parce que ça, c'est la deuxième étape. C'est un enseignement efficace, ça veut dire qu'il y a un enseignant efficace. Contrairement à un enseignant inefficace. Qu'est-ce qu'un enseignant inefficace? Ce n'est pas un enseignant qui est malveillant, ou qui n'est pas professionnel, ou qui n'a pas les meilleures pratiques pédagogiques même au monde. Un enseignant inefficace va le demeurer tant et aussi longtemps qu'il travaille en vase clos. Parce que mon impact d'une année ne pourra pas se soutenir dans les années suivantes parce qu'on n'est pas en cohérence. Alors, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a des enseignants et des enseignantes dans nos écoles qui veulent sauver l'école, qui travaillent très fort. Mais malheureusement, parce que nous ne sommes pas en cohérence sur ce que nous voulons que nos élèves apprennent, bien, nos efforts finissent par se dissiper. Et les meilleurs enseignants qui travaillent le plus fort possible en isolement, ça finit par dire, ben, tu sais, on a encore des élèves qui se retrouvent en secondaire 1, secondaire 2, puis ils lisent au niveau de 4e année. Et on a perdu du temps. Parce qu'en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, changer la trajectoire d'un élève qui a accumulé 2, 3, 4 années d'études de retard, est-ce qu'on s'entend que le temps commence à nous manquer? Et donc, la notion d'intervention précoce qu'on pourra discuter aussi tantôt. Alors, un enseignant efficace, ben, qu'est-ce que c'est un enseignant efficace à la lumière des commentaires que je viens de faire? Ben, c'est qu'il travaille dans une équipe de collaboration efficace. Et qu'est-ce qu'une équipe de collaboration efficace? Ben, elle répond essentiellement à 5 questions. Alors, dans mon monde à moi, quand on parle de communauté d'apprentissage professionnel, c'est une façon d'être, mais ça se traduit de façon pratico-pratique par la mobilisation d'équipes, et pas de n'importe quelle sorte d'équipe. Pas des équipes transdisciplinaires, pas des équipes projets particuliers. Ce sont des enseignants et des enseignantes qui partagent un même curriculum. Donc, des profs de français, des profs d'éducation physique, des profs de sciences, parce que qui mieux, si je suis prof d'éducation d'art visuel, d'art dramatique, de qui pourrais-je avoir la meilleure rétroaction par rapport à ce qu'on va enseigner à nos élèves en art? Un autre prof d'art. De qui je pourrais avoir les meilleures aides ou de qui je pourrais avoir le meilleur soutien aide si j'étais un prof de français? Je voudrais parler à un autre prof de français. Nos équipes collaboratives les plus performantes partagent une même discipline académique, un même curriculum. On regarde le même objet. On a essayé des équipes, tu sais, dire, ben écoute, il y a la lecture à travers les matières, là, tu sais, on fait de la lecture en géo, on fait de la lecture en histoire. Ouais, mais attends une seconde. Enseigner la langue, c'est une discipline en soi, n'est-ce pas? La notion d'interpréter, d'inférer, tout le restant. Là. Alors, c'est particulier à l'enseignement de la langue. Et donc, moi, je vais avoir mon meilleur prof qui ont un focus sur quoi? Sur cette matière pour développer ce que nous appelons un curriculum viable et garanti. Alors, il y a 5 questions fondamentales dans nos équipes qui nous amènent à ça. Et la première, c'est celle-ci. Et c'est celle qui, je dirais, est la moins répandue en Amérique du Nord. En fait, les enseignants et les enseignantes, on leur demande la question suivante. Qu'est-ce que vous allez enseigner? Mais la vraie question, ce n'est pas celle-là. C'est qu'est-ce que vous voulez que les élèves apprennent? Voyez-vous, moi, je ne peux pas faire de réponse à l'intervention après si je n'ai pas déterminé ça à l'avance. Je ne peux pas faire aucune mesure d'évaluation. Je ne peux même pas faire d'intervention si je ne sais pas ce que je veux que les élèves apprennent. Sur quoi je vais me baser? En fait, à défaut de répondre à cette question-là, on remplit notre journée d'activités pédagogiques. Et donc, le curriculum viable et garanti nous amène à faire la distinction entre 2 choses importantes. Des activités d'enseignement, qui répondent à la question « qu'est-ce que je vais enseigner ?» et des résultats d'apprentissage qui répondent à la question « qu'est-ce qu'on veut que les élèves sachent, fassent, comprennent et communiquent ?» Et donc, il y a une distinction entre les deux. Puis en fait, je sais, là, comme praticien, enseignant, oui, ils sont devant moi demain matin. Là. Lundi matin, j'ai des élèves devant moi. Qu'est-ce que je vais leur faire? Quelle activité? Il faut prendre un pas de recul. Puis avant de choisir nos activités, il faut poser la question, c'est quoi qu'on veut qu'ils apprennent? Et là, les activités vont avoir davantage de sens. Parce qu'en fait, actuellement, voici ce que ça fait un enseignant quand il arrive dans la profession. Ça vous dit déjà arrivé? J'avais un enseignant récemment, il faisait un témoignage. Je dis, moi, quand je suis arrivé, j'ai regardé le programme de formation de l'École québécoise. Là. Puis là, j'ai fait un mapping, j'ai sorti des grandes cartes, là, puis j'ai sorti dans la PDA là, tout ce qui appartenait à mon niveau. Là, puis j'ai tout sorti ça, puis j'ai essayé de faire ma planification. Il dit après 3 mois, ça ne m'a donné rien, ça. Et j'ai perdu du temps en tabarouette.
en effet. Parce que quand on se retrouve devant un programme qui est un petit brin ambitieux, vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont sceptiques de ça, puis disent non, 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 je peux tout couvrir mon programme. Moi, dernière chance de vous manifester, c'est bon, OK? Les enseignants font des choix. Ils font des choix en fait, on les fait souvent en secret, en catimini, dans notre salle de classe, parce qu'on ne veut pas se faire juger, on ne veut pas se faire accuser, on ne veut pas se faire surveiller qu'on n'a pas fait les bons choix ou peu importe. Donc, soyons clairs là-dessus. Mettons des équipes en place, faisons des choix explicites. Faisons-les ensemble. Et non seulement ensemble, on va les faire en cohérence. En cohérence d'année en année pour qu'on ait une chance à l'élève qu'année après année, il se retrouve dans des contextes d'apprentissage similaires. Imaginez le temps que vous allez épargner. Imaginez le temps que vous allez épargner quand vous allez avoir des élèves en 3e année qui lisent tous à niveau. Et vous allez me dire, oui, puis vous êtes débarqué d'une licorne en arrivant ici aujourd'hui. Peut-être, mais non, parce que j'ai des directions d'école qui sont pas de moi. Vous pouvez lui demander. Avec des taux de réussite de quoi? Voisinant 93, 94 tu peux être fier de ça. 94 des élèves qui lisent à niveau en 3e année, ça donne-tu une bonne partance pour le prof de 4e? Il peut économiser du temps? Toutes les mesures de soutien sont-elles déployées ailleurs? En fait, je vous invite à réfléchir au potentiel que ça peut représenter, cette idée-là. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'actuellement, quand les enseignants et les enseignants font ces choix-là en isolement, je vous suggère qu'il y a 6 sortes de curriculum dans votre école. Et pensez à la perte de temps entre ceux-ci. D'abord, il y a celui qui est prescrit, celui qui est dans le programme, ou la PDA. La PDA, ça, c'est le fun aussi. Parce que la PDA, il y a comme des flèches horizontales. Ça vous dit quelque chose, ça, des flèches horizontales? Tu sais, là, c'est sur comme 3 ans. Il y a comme quelque chose au bout, là, il y a comme un petit astérisque ou c'est une étoile là, qui dit quelque chose comme dernière chance. Tu sais? Pas vrai? Là, le prof regarde la PDA en 4e année, par exemple, là, il apparaît une flèche là. Là, il dit, c'est la première fois qu'il y a une flèche là. Moi, je vais peut-être faire de l'exploration un petit peu avec mes élèves là-dessus, mais regarde, il y a 3 ans pour le faire. Pas grave si cette année, c'est. Alors, c'est-tu différent du prescrit, ça? Et de l'enseigner? Ben, moi, je vous dirais que oui. Il y a un écart important du fait qu'il est un petit brin ambitieux, puis on a ça de temps. Alors, en ce qui est prescrit dans le programme et ce qui est enseigné, il y a des écarts importants. En fait, non seulement ce qui est enseigné, mais je vous dirais ce qui est évalué également. Ça peut dire qu'on a des élèves aujourd'hui qui vont faire des évaluations dans quelques semaines, ils vont se retrouver dans une situation d'évaluation sommative. Là. Vous savez, c'est quoi les évaluations sommatives? Là? Hein? Moi, je viens de l'Ontario, ça, je vais utiliser une expression anglophone. This is it, là. Tu meurs après, là. Ils vont se retrouver dans ces évaluations sommatives-là et ils vont voir des choses pour la première fois. Moi, j'ai fait ça comme prof en passant. Je m'excuse de mes 5 années, première année de cohorte d'élèves, parce que j'ai fait des choses comme ça en évaluation. Puis je pensais, c'est pas parce que je l'ai fait par malveillance ou je l'ai fait parce que c'est ce qu'on faisait. Alors, en ce qui est prescrit, enseigné et évalué, d'accord, ça se peut-tu qu'en ce qui est prescrit, enseigné et évalué et appris par l'élève, il y a des distinctions là aussi? Ensuite, il y a le 5e qui est là, la ressource. Vous savez, c'est quoi la ressource? Ça, c'est le prof qui veut combler son horaire, puis qu'on lui donne tout à coup un cours de maths pour lequel il n'est pas tout à fait à l'aise. Fait qu'il saute sur quoi, lui? La Chenelière et le Boutillier. Non, ils font des beaux documents, eux autres. Mais la Chenelière et le Boutillier, ce n'est pas le programme de formation de l'École québécoise. Et force est de constater, c'est que si moi j'utilise la Chenelière version 2006, et l'enseignant qui suit utilise le Boutillier version 2012, ça peut-il qu'il y ait des incohérences dans les activités, les mots utilisés pour décrire ce que l'élève va apprendre. Et donc, l'incohérence qui se situe même dans les ressources. Là, il y a des écoles qui essaient de régler ça en disant on va acheter toute la même ressource pour tout le monde. Mais là, il y a des enseignants qui n'utilisent pas la ressource. On n'est pas mieux outillés à ce moment-là, ou utilisent certaines parties de la ressource. Puis le dernier, c'est le créatif. Celui-là, pas le temps de vous raconter des histoires celle-là, mais le créatif, c'est celui qui n'est pas nulle part, tu sais. Mais moi, je suis allé à Paris cet été, j'ai pris des photos de Notre-Dame de Paris, puis j'ai pris toutes sortes de photos, puis j'aimerais ça faire une unité sur Paris. Mais je sais que j'enseigne l'éducation physique, mais il me semble que ça serait bon avec mes élèves. Tu sais. J'exagère. Mais vous aurez compris,
vous aurez compris que si l'enseignant, il va y aller avec ses intérêts aussi, et ça va. Mais si je passe 3 mois là-dessus, là, il risque qu'il y ait des choses que les élèves n'auront pas accès dans leur apprentissage. Puis moi, le prof qui va les avoir l'année d'ensuite. Imaginez, moi je suis en secondaire 3, là. Puis moi, à l'école, on m'appelle Monsieur A. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, de l'arithmétique, j'adore ça. Je fais 3 mois d'arithmétique quand je commence avec mes élèves. On les drill, ça va bien. Je fais un peu d'algèbre et de géométrie, mais l'arithmétique, ça demeure. Tu sais. Puis le prof en secondaire 4, lui, vous savez comment il l'appelle? Monsieur G. Monsieur Géométrie. Lui, là, il y a des affaires partout dans sa classe, de formes, toutes sortes d'affaires. Là, il regarde ses élèves, il s'aperçoit que en géométrie, là, c'est pas fort. Ça se peut-tu? Puis pourquoi? Vous diriez pourquoi? Bien parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité l'année d'avant d'aller en profondeur sur certains des concepts qu'il est en train de revoir et qu'il trouve importants pour les apprentissages de son niveau. Imaginez la perte de temps. Pensez à la perte de temps, là, tout ça derrière. Là. La perte de temps en termes d'intervention, en termes de suivi possible auprès des élèves et l'investissement en temps pour le prof de secondaire 4 de mettre à niveau ces élèves-là, quand la dernière fois qu'ils ont vu de la géométrie, peut-être c'est en secondaire 2. Je donne un exemple comme ça, mais ça peut être autre chose. En fait, je vous dirais que pour améliorer cette situation-là, puis les chercheurs sont clairs là-dessus, on va aller à Reeves. Je ne les lirai pas, vous avez accès à la présentation, vous pourrez les lire, mais en fait, pour améliorer le rendement des élèves, les éducateurs doivent déterminer les normes d'apprentissage susceptibles d'avoir le plus d'incidence, celles qui seront essentielles. Les autres diraient ceci sur les écoles efficaces. Le personnel accepte la responsabilité envers l'apprentissage des élèves et l'atteinte d'objectifs essentiels du programme scolaire. Donc, il est en train de faire une distinction entre ce qui est obligatoire ou essentiel et ce qui pourrait être quoi? Complémentaire. Ce n'est pas ce qu'on fait déjà dans notre école? Moi, je vous dirais que oui. Les enseignants en isolement font déjà cette discrimination-là. En fait, j'avais une commission scolaire, on travaillait, puis on se dit, nous autres, on va en faire un curriculum viable et garanti pour les écoles. Ils ont fait un beau cartable. Il était beau, on l'a envoyé dans les écoles. Il y avait les dates de début, dates de fin. C'était presque à l'épreuve d'un enseignant. Là. Quand tu ouvrais ça, tu suivais ça, là, ça allait bien. Tu sais. Une chose qu'on n'a pas escomptée, par exemple, c'est quand le prof il ouvrait le cartable, il faisait sa première semaine, et sa deuxième semaine, c'est aperçu que les élèves ne suivaient pas au même rythme que ce qui était écrit là-dedans. Et là, l'enseignant faisait un choix, il disait, je vais revenir sur des choses. Mais quand je reviens sur des choses, je viens de faire quoi, là? Je viens d'hypothéquer du temps, là, plus tard, là. Là, à un moment donné, des profs, on revient, on travaille là-dessus. Là, il y a comme une deuxième section qui s'en vient. Il m'a sauté par-dessus celle-là, demander à la prochaine, mais t'attends après, là. Là, il y a peut-être des choses que j'ai sautées là-dedans qui étaient essentielles aux élèves pour la première année d'ensuite. Et donc, quand on parle des obligatoires, ça affirme même chose aussi. En fait, assorti d'un petit nombre d'exigences d'apprentissage pour chaque cycle ou cours et accompagné d'exemples concrets illustrant le niveau de compétence à atteindre pour chacune. D'être clair et précis sur ce que nous voulons que nos élèves apprennent. En fait, Tomlinson et McTighe ont beaucoup travaillé également là-dessus, c'est-à-dire les apprentissages durables qui sont souhaitables. Il faut les définir ensemble. Quels sont les apprentissages essentiels à explorer qui nécessitent que les priorités soient claires à ce niveau-là. En fait, je vous dirais, Hattie, même chose également. Un aspect essentiel à l'amélioration des écoles consiste à s'assurer que les enseignants connaissent les cibles d'apprentissage et les critères de réussite pour leurs leçons. Mais le Childress, Doyle et Thomas aussi, mais celui qui est en fait le précurseur et celui qui a fait la méta-analyse sur un curriculum viable et garanti, c'est Marzano. En fait, c'est lui qui cite Guaranteed and Viable Curriculum. Viable, ça veut dire qu'on a assez de temps pour que la majorité de nos élèves l'apprennent. Donc, on parle de temps. Qui peut décider du choix du nombre d'apprentissages pour que ça soit viable, qu'on ait assez de temps? Il y a juste une personne qui peut décider ça. Bon, en fait, un groupe de personnes. Une équipe d'enseignants. L'équipe d'enseignants qui vont devoir quoi? L'enseigner. Je ne peux pas le faire pour eux autres. Moi, j'ai écrit des programmes provinciaux. On est assis dans une salle, il y a des pauses, on a du thé. On a 3 semaines. On écrit des affaires, c'est le fun. On oublie ce qu'on écrit la première semaine, fait qu'on ajoute dans la deuxième et dans la troisième. On est rendu à la fin avec un cartable aussi gros que le curriculum original. En fait, en Ontario, on a fait une analyse. Si l'élève devait apprendre tout ce qu'il y a dans le curriculum de la maternelle à la 12e année, fin du secondaire, je pense qu'il faudrait qu'il soit à l'école jusqu'à l'âge de 28, 29 ans. Il n'y a pas de différence du programme de formation des Québécoises. Il y a du stock là-dedans. Moi, j'aime ça quand c'est écrit dans le programme. Par exemple,
là, ils vont des exemples. Là, comme c'est un exemple, ça, il faut que l'élève apprenne ça. Là. Hein? Vous avez posé cette question-là comme enseignant, pas vrai? Y a-t-il d'autres exemples qui ne sont pas là-dedans qui devraient? C'est un choix. Donc, quand on parle de cette idée de garantie, parce qu'il y a viable, mais il y a garantie. Et garantie, voici la définition. Et voici l'économie de temps. Indépendamment du prof dans la classe de secondaire 3 mathématiques, indépendamment du prof qui se trouve dans cette classe-là, les élèves auront accès aux mêmes apprentissages. Indépendamment du prof de 4e année qui enseigne le français dans mon école, les élèves auront accès aux mêmes apprentissages. Voyez-vous, parce que ce qui doit demeurer stable, c'est les apprentissages des élèves. Je ne sais pas pour vous autres, mais nous autres, on a un défi de personnel. Hein, on manque de personnel. Ou du nouveau personnel arrive régulièrement dans certaines de nos écoles. Et quand le nouveau personnel arrive dans l'école, un des accueils que l'on fait, c'est « Bonjour Julie, bienvenue à notre école. Je sais que tu es enseignante de 5e année. En passant, sois pas trop créative sur ta planification en français. Là, elle est faite pour toi. Elle est faite pour toi. Maintenant, la façon que tu veux l'enseigner, laisse-toi aller. Là, sois créative, sois aussi fly que tu veux pour l'enseigner. Il y a une chose qui doit demeurer, c'est que ces apprentissages-là, les élèves doivent les maîtriser. Et en fait, parce que sans ça, si ça bouge continuellement, ben on a l'autre défi. Parce qu'il faut avoir un focus et faire la différence entre ce qu'on veut que les élèves apprennent et ce qu'on va enseigner. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent? Non pas ce qu'on va enseigner. En fait, je vous dirais que plus la cible est claire pour l'élève, plus facile ça sera pour l'élève de quoi? De l'atteindre. Une des activités qu'on fait, c'est « Bonjour les élèves, pendant les 7 prochaines semaines, on va étudier des textes narratifs, on va voyager dans des mondes extraordinaires, voir des personnages inusités, mais à la fin, voici ce que vous allez apprendre. Je peux identifier le personnage principal dans une histoire. Je peux, dans mes propres mots, expliquer les caractéristiques physiques et émotionnelles de l'élève. » Tous ces « je peux-là » sont des cibles d'apprentissage qui viennent donner une définition à la compétence qu'on est en train d'enseigner. Parce que, soit dit en passant, là, je peux avoir 6 profs qui vont lire la même compétence là, dans le programme. Ça se peut-tu qu'il y ait une définition différente de ce que ça veut dire? Et c'est là qu'on perd du temps. Un temps énorme et fou à définir chacun individuellement ce que ça veut dire, ces compétences-là, ces apprentissages-là, si même on les voit, ces apprentissages-là. En fait, plusieurs auteurs nous suggéraient de regarder le programme de cette façon-là, avec ce qui est obligatoire, ce qui est important, ce qui est intéressant. Mais je vous dirais, dans un premier temps, il faudra se concentrer sur le premier cercle, qui est qu'est-ce qui est essentiel ou obligatoire. Parce que ça va demeurer immuable pour l'élève dans l'apprentissage. Parce qu'à défaut de ça, voici ce qui arrive. Quand un enseignant, une enseignante travaille en vase clos, définit ses propres attentes, vous allez voir des marches. Les marches, c'est comme un peu une représentation de l'attente de l'enseignant. Suivez? Comme, mettons, moi, mon attente en français, c'est là. Un autre prof, son attente en français, ça pourrait être là, pas vrai? En fait, la recherche suggère qu'il y a plus d'écart dans les attentes entre 2 profs de 3e année en français dans la même école. Ça se peut-tu que si Jacob était allé dans la classe 3A, il aurait eu plus de chances de réussir que s'il était allé dans la classe 3B en français. Ça se peut-tu, ça? Imaginez, alors, qu'il y a de différence entre 2 écoles en moyenne. Alors, c'est pour ça que les directions ne placent jamais des jumeaux dans des classes différentes. Je ne sens pas ça. Ce n'est pas une bonne stratégie dans une culture d'isolement. Voici les marches. Ça se peut-tu que ça soit comme ça? Hein? Maternelle jardin, les marches en lecture, mettons. Là. C'est pas pire. En première année, c'est tout à coup, ça devient très exigeant. Tout à coup, en 2e année, c'est moins exigeant. Ça se peut-tu? Une représentation comme ça. Là, elles sont placées différentes. On pourrait les moduler, là, ces marches-là, comme on veut. Mais voyez-vous, ce qui arrive, c'est que quand les enseignants décident par eux-mêmes et par elles-mêmes, ce n'est pas parce qu'ils sont malveillants, méchants, c'est parce qu'elles fixent leurs propres attentes. Elles n'ont pas de comparaison avec l'année d'avant et l'année d'après. En fait, pire que ça, je le disais tantôt, disons que les marches rouges, c'est une autre classe dans la même école. Voyez-vous, Jacob, lui, il est en jardin bleu. Il aime l'école, ça va bien. Mais tout à coup, une place dans première année rouge. Pas si mal, hein? Le saut, là, c'est pas si mal. Oh, dernière minute, je suis désolé, il y a trop d'élèves dans première année rouge, je classe dans première année bleue.
Ça se peut-tu que ça, on vient de changer sa trajectoire un petit peu? Avec Jacob, voici un exemple de ce qui va arriver. Il va arriver à la maison, là, à la fin septembre, début octobre, il va dire, maman, j'ai mal au ventre, je peux rester à la maison, ne tente pas. Ça va commencer à être difficile. C'est parce que l'enseignant de première année est pas professionnel et mal, ça n'a rien à voir. En fait, pire que ça, parce que nous sommes par défaut dans une culture d'isolement puis qu'on perd du temps à se fixer nos propres attentes, un enseignant, une enseignante doit composer de la façon suivante. Si on enseigne ça à la formation, là, on est obligé parce que c'est la seule façon qu'on peut composer avec des écarts d'apprentissage comme ça. Et vous pourrez me terminer ma phrase parce qu'on a appris bien la leçon comme pédagogue. Quand on amorce des nouveaux apprentissages avec nos élèves, quelle est une des premières actions que l'on pose? On veut savoir quoi? Connaissances antérieures. Hein? Je dis connaissances intérieures ou antérieures, mais des préalables. Comment on fait ça? Des fois, on fait ça par un questionnement, mais parfois, on fait ça par comment? Un petit test. On appelle ça des fois un diagnostic. Voyez-vous, juste le mot diagnostic, c'est pas mal clinique. Hein? Diagnostic, hein, c'est du niveau 3 d'intervention, dans la réponse à l'intervention. Un diagnostic, c'est pour aller voir les besoins des élèves. Je ne suis pas là-dedans dans le niveau 1. Parce que si je suis en train de répondre aux besoins des élèves dans le niveau 1, c'est comme demander des enseignants et des enseignantes à la journée longue d'être des orthopédagogues. Des gens qui sont en intervention de réaction. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que nos élèves nous arrivent. Et là, voici ce qui arrive en Amérique du Nord quand on fait un diagnostic ou un pré-test. Il y a des élèves là, il y a des élèves là, puis il y a des élèves là. Tu es d'accord? Hein? C'est à peu près comme ça. Mais là, l'enseignant dit « Oh, chenoute! J'ai des élèves là, j'ai des élèves là, j'ai des élèves là. » Fait que moi, là, il va falloir que j'organise ma planif à peu près. Attends une minute, là. On va y aller ici à peu près. Ça, cette barre-là est trop basse en partant. Elle est trop basse en partant, puis je suis en réaction à mes élèves. Et la barre est trop basse. Mais imaginez-vous l'année d'ensuite, je refais la même activité avec un autre cohorte. Ça se peut qu'on a toutes les mêmes la force de cohorte? Non. Je leur donne un autre test. Cette fois-ci, ils sont là, là et là. Et là, ma nouvelle barre de planif, elle va être où? Un petit peu plus haut. À chaque année, comme enseignant, je module mes attentes en fonction du besoin de mes élèves. Quelle perte de temps. Parce que dans un système comme celui-là, nous institutionnalisons des trous d'apprentissage. Nous les créons à la base. Et là, on est toujours en train, comme un employé de la voirie au printemps. C'est qu'il fait un employé de bouge des nids de poules. Mais quelle est la cause du nid de poule? La cause des trous d'apprentissage chez nos élèves, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion manifeste de quoi? De l'apprendre. Dans certains cas. Où ils ont appris des choses, mais ils n'ont pas appris d'autres choses. Et là, quand c'est arrivé au prochain niveau scolaire, quand on travaille en vase clos, mais sachez que peu importe qu'on travaille en vase clos ou non, on est liés un à l'autre. Parce que moi, si je suis un prof de 5e année, là, ce que l'enseignant de 4e année fait cette année-là va avoir une incidence profonde sur ma vie familiale, personnelle, sociale, amoureuse l'année prochaine. Pas vrai? Je vais être pris à devoir composer avec des écarts d'apprentissage importants. Et année après année, on se retrouve dans une situation où nos élèves, quand ils arrivent à l'école, ne sont pas tous au même niveau de préparation, on est d'accord? Regardez mon petit Jacob en première, c'est très difficile pour lui. Il y en a qui réussissent très bien là-dedans, puis il y en a d'autres qui s'ennuient aussi à mourir, parce que ça, c'est l'autre élément de réflexion aussi. Ça se peut-tu qu'on ait des élèves qui, déjà, on va avancer des apprentissages, puis ils savent déjà? Les attentes pas assez élevées, puis ça, c'est les élèves là, qui n'ont pas de défis, là, sont aussi très créatifs dans leur comportement. Voyez-vous, quand les enseignants et les enseignantes décident par eux-mêmes et elles-mêmes ce qu'elles vont planifier dans leur salle de classe, elles n'ont pas de données de comparaison. Elles n'ont pas la possibilité de valider leurs décisions en fonction d'une cohérence pour l'élève, année après année. Et ce que ça fait, ben, ça nous amène, ben là, je faisais le tableau du primaire, je dis ça, c'est juste au primaire, c'est pas au secondaire. Fait que j'ai refait les mêmes échelles, mais avec le secondaire, puis avec les deux mêmes classes. Mais je vais porter une autre attention, c'est celle-ci. Ça, c'est un passage très difficile également, n'est-ce pas? Puis les écoles secondaires, ben, ils disent, ben écoute, j'ai 7 écoles nourricières. Écoute, ça se peut-tu qu'ils arrivent avec des niveaux de préparation variés également?
Puis ça se peut-tu que dans mes 4 classes de secondaire 1 en mathématiques, c'est pas toutes la même barre non plus? On joue, je vous dirais, vraiment à la roulette russe de cette façon-là. À la roulette russe où des élèves vont apprendre, des élèves n'apprendront pas parce que dépendamment de leur niveau de préparation qui a été provoqué en grande partie par des écarts d'apprentissage causés par un choix individuel des attentes. Tu sais, si on veut gagner du temps comme enseignant, il y a une réflexion qui m'apparaît importante, c'est celle de se dire, on ne peut pas continuer comme ça, être toujours du niveau 3 d'intervention dans du niveau 1. Et le niveau 1, c'est un enseignement efficace dans chaque salle de classe, avec des attentes clairement explicites. Encore une fois, la notion de garantie, indépendamment de l'enseignant qui se trouve dans cette salle de classe-là. Parce que sans ça, en fait, le premier critère pour choisir les obligatoires, c'est celui-ci. Est-ce que ce qu'il va apprendre ici est nécessaire pour accéder aux apprentissages du prochain niveau scolaire? Bien, ça, si on dit oui, là, bien, ça, c'est un obligatoire. Et la seule façon qu'on peut faire ça, c'est une planification. Une planification robot. En fait, le curriculum garanti nous amène à dire qu'est-ce que l'élève a besoin en 6e année? C'est quoi le but où vous ferez la correspondance avec le secondaire? Ça serait secondaire 5. Qu'est-ce qu'il a besoin en secondaire 5? Et par la suite, qu'est-ce que ça veut dire pour secondaire 4, 3, 2 et 1? Et le secondaire, on va arrêter là pour l'instant parce qu'on n'a pas d'influence sur le primaire. Mais on va demander au primaire, pourriez-vous faire la même chose 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e? Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est un travail, ce design curriculaire-là, ça prend du temps. Et donc, il faut se donner le temps pour s'asseoir en équipe, pour définir ces apprentissages essentiels-là, qui vont être les apprentissages qui vont faire objet de suivi, d'intervention, d'intensification au niveau 2, et voire même au niveau 3. Nous autres, on faisait du décloisonnement à un moment donné, où on envoyait des élèves dans des classes, parce qu'on disait, hey, apparemment, ça a l'air bon, on va faire ça. On n'avait pas fait ce travail fondamental-là. Donc, on envoyait des élèves avec des diagnostics, ce qu'on pensait trop, mais on n'avait pas développé un curriculum viable et garanti. Pardon. Puis là, on se demandait, ben, il y a des profs qui disaient, qu'est-ce que je fais avec mes élèves dans la classe? Qu'est-ce qu'ils sont supposés d'apprendre? Ce n'était pas clair. Donc, l'idée de définir les cibles d'apprentissage obligatoires par niveau scolaire nous amène à une clarté, parce que je vais revenir aussi pour l'ortho. Voyez-vous, quand on a un niveau 1 qui est incohérent comme celui-là, quand on demande à l'ortho puis la CP de venir aider, c'est comme si on demandait à un ébéniste ou à un contracteur de placer des poteaux dans les marches. Donc, vous allez comprendre, ça va prendre plusieurs poteaux pour avoir quelque chose de solide. Tandis qu'ici, quand on est comme ça, bien là, on a en fait des barres qui sont davantage cohérentes, alignées, et toutes les interventions sont soutenues pour que les élèves maîtrisent, sont placés, sont présentés à l'élève pour qu'il maîtrise la barre attendue au niveau scolaire prévu. Un curriculum viable et garanti, ça nous amène à coordonner toutes les mesures de soutien à ce qui se passe en salle de classe. Chez nous, on avait Jacob. Pardon, j'ai quelque chose dans le gars. Mais c'est bon. C'est correct, merci. On avait Jacob partant en 3e année mathématiques, puis il allait en enseignement ressources ou en ortho. Bien, on n'avait pas de coordination entre les deux. Fait que quand il allait en ortho, il faisait des activités avec Mme Bergevin. Mais les activités avec Mme Bergevin, ce n'était pas nécessairement des activités qui l'aidaient dans ses mathématiques, dans sa classe. Et la deuxième chose de perte de temps, c'est quand Jacob avait des difficultés en mathématiques, savez-vous quand est-ce qu'on sortait de la classe pour de l'aide additionnelle? En mathématiques. Fait que si Jacob sort des mathématiques pour aller avoir de l'aide, c'est à quel moment qu'il va avoir l'occasion d'apprendre ce qui se passe dans le niveau scolaire attendu? Je vais vous donner la réponse. Hein? Jamais. En fait, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on institutionnalisait l'écart. Puis on mettait des structures en place pour que ça demande. Et donc, les écarts demeuraient tout au long et s'accentuaient d'année en année parce que les interventions faites dans la classe d'ortho n'étaient pas en cohérence avec ce qui se passait en salle de classe. En fait, l'élève se retrouvait un double impact. Celui de faire les devoirs avec l'ortho
et faire les devoirs de la salle de classe pour lesquels il n'a pas eu d'explication détaillée parce qu'il n'était pas là pendant que ça se passait. Voulez-vous de la perte de temps? En voilà de la perte de temps. Donc, l'idée de développer un curriculum viable et garanti, ça nous amène à avoir cette carte routière, j'appelle ça comme ça. Une carte routière où tous les intervenants dans l'école connaissent les sites d'apprentissage à chaque niveau. Dernière chose, c'est moi, je suis en 5e année, j'enseigne mathématiques, je vois qu'il y a un élève qui manifestement a des difficultés. C'est bon? S'il y a des difficultés en 5e année, puis je vois qu'il y a des préalables qu'il n'a pas. Admettons des préalables de 3e année. Qui je vais aller voir? Le prof de 3e année. Je vais pouvoir tout de suite avoir un sens de ce qui est nécessaire en 3e année, que l'élève a besoin en 5e année dans ma salle de classe, parce que nous aurons ensemble établi ces apprentissages obligatoires-là année après année. En fait, je dis souvent, s'il y a une explication à donner, une cause à donner, une raison à donner de la nécessité de collaborer sur un curriculum viable et garanti, c'est bien parce qu'en vase clos, on crée des trous d'apprentissage qui nous demandent de déployer un temps énorme. Donc, nos équipes, ce n'est pas de réduire l'écart garçon-fille, ce n'est pas d'aller chercher on va y arriver. La première chose que les équipes de collaboration doivent faire, c'est fixer la barre. Fixer la barre du niveau scolaire attendu et ensuite réduire les écarts. On a un défi dans certaines écoles, dans leur projet éducatif, même avec des commissions scolaires. Une des orientations, c'est comme on va réduire les écarts garçons-filles. Ah ouais? Par rapport à quoi? C'est quoi l'attente? C'est quoi la barre? J'ai une direction qui était super vite, elle pognait vite, elle a dit OK, moi je vais rendre les évaluations pour les filles plus difficiles, puis je vais réduire les écarts. Il réduit l'écart, pas vrai? Ça, c'est à la limite, là, hein? On ne fera pas ça, là. Mais en même temps, si je n'ai pas de barre, je ne peux pas savoir où sont les écarts. C'est impossible. Alors, la barre, ensuite, on réduit. Alors, une fois que j'ai la barre, bien là, je peux savoir qui sont les élèves qui sont plus ou moins loin de là. Et plus que ça, l'élève connaît la barre. Quand l'élève sait c'est quoi qui est attendu de lui, eh bien là, il y a quelque chose qui se passe. Que le numéro 1, ça les a été en 2009, c'est la notion d'auto-évaluation. Si ça, c'est la barre, où est-ce que moi, je me situe par rapport à la barre, puis ensuite, je peux décider quelle est la prochaine étape pour me rendre à la barre. Je vous dirais, à défaut de ça, actuellement, chaque enseignant décide sa barre. C'est un peu comme aller en voyage, puis rentrer dans mon GPS. Mettons, je vais aller à New York, d'ici, puis j'écris côte est américaine. Pensez-y. On va tourner en rond longtemps, pas vrai? Puis la rétro du GPS, là, elle ne dira pas souvent recalculer ou tu es dans la direction générale de quelque part dans l'Est, la côte Est américaine. Vous me suivez? Quand c'est nébuleux et c'est flou, c'est difficile pour un élève de savoir c'est quoi la finalité. En fait, si l'enseignant ne le sait pas, l'élève ne le saura absolument pas. Donc, le premier constat des équipes de collaboration, le travail premier, ce n'est pas de réduire les erreurs, c'est de répondre à ces questions-là. En fait, notre agenda, nos ordres du jour de nos équipes de collaboration, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Deuxième question, c'est la question d'évaluation. Comment le saurons-nous? En fait, les deux premières questions devraient être répondues de façon explicite avant même de commencer quoi que ce soit en salle de classe avec nos élèves. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils sachent, fassent, comprennent et communiquent? Et quelle sera l'évaluation qui nous permettra de mesurer le progrès et la réussite de nos élèves? Parce que là, je peux donner quoi? De la rétroaction à mes élèves. Et ils peuvent se donner de la rétroaction. En fait, cette activité-là, c'est presque tripler la vitesse d'apprentissage chez l'élève. La notion d'auto-évaluation. La notion c'est 1.44, c'est au-delà de doubler, entre doubler et tripler la vitesse d'apprentissage. Vous voulez économiser du temps pour vos élèves, proposez-leur des cibles ambitieuses et montrez-leur le chemin pour s'y rendre. Faites ça en collaboration. Donc, déjà, vos équipes, structurellement, il y a été question dans une des sessions où j'étais ce matin, que ça a l'air, ces structures d'équipe-là. Bien, les structures les plus efficaces, c'est que d'abord et avant tout, c'est entre 4 et 6 enseignants qui partagent la même
discipline. On s'éloigne des compétences transversales pour l'instant. Okay? Parce que la compétence transversale viendra après, mais la compétence doit s'inscrire dans un contenu. Français, mathématiques, peu importe. Fait 4 à 5 enseignants en maths, en français, peu importe la matière. Les petites écoles, c'est le fun parce que tu peux avoir des équipes verticales. Tu as un prof de 6e, 5e, 4e assis ensemble. Ensuite, 3e, 2e, 1er assis ensemble. Mais évidemment, quand tu as une plus grosse école, tu vas avoir des équipes horizontales pour commencer. Donc, des profs de 6e, des profs de 5e. Je pense à l'école à Lucelle, ils ont 750 élèves. Tu as 5 profs de 6e. La première chose, c'est qu'on veut faire un alignement horizontal entre les profs de 6e année, puis ensuite, on descendra verticalement. On commence toujours avec la fin en tête, pour ce qui est optimal. Parce que quand on commence avec la fin en tête, ça nous permet de répondre aux critères plus importants des obligatoires, qui est, est-ce que ça, c'est nécessaire pour le prochain niveau scolaire? Donc, un curriculum viable et garanti, vous avez François, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça au service éducatif? Hein? Il me semble que si le service éducatif, ça nous économiserait bien du temps. Il n'y a pas de raccourci. Je suis désolé, j'ai cherché pendant 15 ans. Il n'y en a pas de raccourci. Il faut que les enseignants et les enseignantes qui vont l'enseigner mettent les mains à la pâte. Et ça, il faut leur donner du temps. J'ai des écoles actuellement qui sont en train de préparer ça, les apprentissages pour l'an prochain, puis ils se sont réservés 6 journées complètes à s'asseoir ensemble, à réfléchir aux 2 premières questions. Ils n'enseignent même pas ça, là. Ils préparent pour l'an prochain. Ils sont en train de planifier les apprentissages obligatoires, les évaluations vont servir, parce que ça, c'est le niveau 1. Le niveau 1 dans la RAI, ça s'appelle de la prévention. Et la prévention au niveau 1, c'est d'établir des barres cohérentes d'un niveau à l'autre. Sans quoi, vous allez perdre du temps à spotter des trous d'apprentissage qui vont revenir année après année après année parce qu'on n'aura pas réglé quoi? Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent à chaque niveau? Et le deuxième élément l'autre élément qu'on constate, c'est qu'année après année, quand l'élève est présenté ou est devant des apprentissages similaires, mais davantage en profondeur année après année, devinez ce qui arrive à leur niveau de préparation l'année d'ensuite. Il est d'autant plus prêt à accéder aux prochains apprentissages parce que c'est un peu cette idée de spirale. Je l'ai vu en première, je le vois en deuxième, de façon un peu plus approfondie. Le langage de l'apprentissage demeure cohérent, le même. Les évaluations sont similaires en termes d'activité. Et donc, l'élève se retrouve dans des mêmes situations d'apprentissage année après année. Moi, je me souviens de mon gars. Il se dit, OK, j'ai le prof A, lui, quand on fait des écrits, ça prend 1,5 cm dans la marge à gauche, puis ça prend une telle façon de faire des références. Là, il va dans l'autre cours, toute autre façon de faire. Et ce n'était pas tellement d'apprendre le contenu, c'était de respecter les exigences différentes de chacun des profs. Fait qu'ultimement, ce travail, ce que ça fait un curriculum viable et garanti, c'est qu'il y a des sous-produits. Puis un de ces sous-produits-là, c'est qu'on développe des outils comme un code de correction, un schéma narratif, schéma descriptif, schéma d'opinion. Et donc, ça nous amène à ça. Donc, je vous ai laissé les 3 critères pour les choisir. Il y a l'endurance, est-ce que ça serait bon dans la vie? L'effet de levier, est-ce que ça serait bon dans les autres matières? Et le dernier qui est la préparation, et ça, c'est le plus important. La préparation, c'est-à-dire, est-ce que ça va fournir aux élèves les connaissances, les apprentissages, les compétences à la réussite de la prochaine année scolaire? C'est vraiment le critère le plus important. C'est celui-là qui nous amène à une cohérence au niveau des apprentissages essentiels. En fait, on a des outils aussi pour nous aider. Vous pourrez regarder. Je vais terminer parce qu'il me reste quelques minutes. J'en ai toujours plus, pour ceux qui me connaissez. J'ai toujours plus de diapos que qu'est-ce qu'il y en est. Mais je vais juste revenir sur les résultats parce que sans résultats d'apprentissage explicite dans un curriculum viable et garanti, je vais revenir sur l'autre avant, on ne peut pas savoir si l'évaluation porte réellement sur ce qu'on a enseigné. On ne peut pas identifier correctement les élèves qui ont appris et ceux qui n'ont pas appris. On ne peut pas planifier les prochaines interventions. Puis on ne peut pas donner de la rétroaction descriptive aux élèves. En fait, on ne peut pas demander aux élèves de s'auto-évaluer, pister l'apprentissage de chaque élève, selon chaque résultat d'apprentissage, et rapporter avec précision le progrès de chaque élève en lien avec le résultat. Fait que le curriculum viable et garanti, c'est la pierre angulaire de la réponse à l'intervention. C'est ça sur quoi repose toute cette pyramide. Et malheureusement, je vois plusieurs écoles qui sautent sur la réponse à l'intervention sans faire ce travail de fond-là.
et ça devient un mécanisme ou un moyen d'identifier d'autant plus d'élèves au niveau 3. Et c'est ça qui est malheureux pour la réponse à l'intervention, parce qu'elle est prometteuse, cette approche. Mais encore faut-il investir la majorité de notre temps à développer d'abord un niveau 1 qui est efficace, c'est celui d'un curriculum viable et garanti, et un niveau 2 d'intensification qui reprend les apprentissages obligatoires du niveau 1. Je termine là-dessus. Avec AT, vous savez, on parle de plusieurs éléments de stratégie, mais je veux juste revenir sur le premier, qui est un élément de culture. Puis le premier, c'est encore l'estimation du rendement de l'élève par l'enseignant. Et donc, tout le travail que l'on fait sur un curriculum viable et garanti, ça doit s'insérer dans une posture que l'on croit que chaque élève peut maîtriser des attentes, des contenus, des habiletés au niveau scolaire attendu, une fois qu'on les aura explicitement présentés aux élèves. Merci. 32 minutes. Je pense qu'il y avait une période de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que c'est l'après-midi. Oui, il faut aller au micro, je pense. C'était pas pire, je n'ai pas bougé. Je me suis tenu, par exemple, parce que ça me tentait de sortir. Bonjour, je m'appelle Josée Roy, je suis conseillère à la vie professionnelle à la Fédération autonome de l'enseignement et dans un passé pas si lointain, enseignante pendant 20 ans. Bien que je partage quand même certains constats que vous émettez aujourd'hui, pour moi, il y a un problème, puis j'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Pour moi, il y a un problème qui est de fond et qui est fondamental au fait que les problèmes rencontrés que vous décriviez par les enseignants à ce qui a trait à leur compréhension du programme de formation, donc de ce qui est prescrit, de ce qui est enseigné, de ce qui est évalué. Pour moi, ce qui est à l'origine de ça, c'est le manque de clarté des outils qui viennent du ministère. Donc, manque de clarté du programme de formation, de la PDA, des cadres d'évaluation, on peut tous les nommer. Si, à mon avis, si les outils étaient plus clairs, bien, les profs perdraient justement moins de temps. Donc, vous parliez des services éducatifs là, à la fin de votre présentation, puis vous disiez que c'était peut-être pas la porte d'entrée, mais ne pensez-vous pas qu'on devrait être plus exigeant? En fait, que le ministère devrait assumer un plus grand leadership qui devrait déterminer la barre dont vous parliez, qu'on devrait savoir au Québec qu'est-ce qu'on doit attendre des élèves, quels sont les apprentissages qu'on attend des élèves québécois. Donc, vous parliez qu'on doit avoir accès aux mêmes apprentissages. Pour moi, ça réfère à avoir un socle commun d'apprentissage. Est-ce que ce ne serait pas de la responsabilité du ministère de l'Éducation d'assumer cette responsabilité-là? Merci. Je l'ai longtemps cru et espéré d'avoir cette clarté-là. Le défi avec ça, puis pour avoir participé, puis en fait, là, toutes les provinces au Canada composent avec ce défi-là en passant. C'est pas juste, vous n'avez pas les droits d'auteur au Québec là-dessus. Là. Toutes les provinces doivent composer avec le fait que ce premier document-là, qui est d'ordre provincial, est écrit par des gens qui manifestement n'auront pas l'enseigner demain matin. Ils vont peut-être l'enseigner plus tard, mais... Et deuxième chose, c'est qu'il est écrit par des gens pour d'autres gens aussi. Pas vrai? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne participeront pas à la rédaction, mais qui vont devoir le mettre en œuvre. Et j'ai longuement cherché des raccourcis, mais ultimement, je vous dirais ceci. Le meilleur curriculum viable et garanti, c'est celui qui est... Donc, ça prend du temps pour des enseignants durant la journée contractuelle de s'asseoir ensemble, de réfléchir à ces concepts-là. Et pour moi, là, c'est de remettre aux enseignants et aux enseignantes une autonomie professionnelle beaucoup plus grande. Moi, je préfère que nous décidions notre régime pédagogique à la lumière des documents de référence, j'en conviens. On ne fait pas fi du document, là. Mais moi, j'aimerais que j'ai comme profession enseignante la possibilité de m'asseoir avec mes collègues et de se façonner une compréhension commune que de me le faire mandater par une instance gouvernementale. Et donc, l'idée, pour moi, dans ma carrière, j'arrive à la notion d'autonomie professionnelle, c'est ça n'équivaut pas à travailler en vase clos. Ça, c'est la première chose que je vais dire, là, parce que je sais qu'il y en a qui disent, autonomie professionnelle, ça veut dire que je travaille seul. Non, pas du tout, parce que tu vas perdre énormément de temps si tu fais ça. Mais l'autonomie professionnelle, remettre aux enseignants, dire, asseyez-vous ensemble, puis je vais vous donner du temps pour réfléchir à la compréhension, à ce que ça veut dire
cette compétence-là, à ce que ça veut dire. Parce que le document en soi n'amène pas une compréhension commune non plus. Et c'est ça le défi que nous avons, c'est que même si c'est écrit, je peux avoir 3 collègues qui vont lire la même chose et on peut avoir une compréhension différente. Alors, ça nécessite une conversation entre professionnels enseignants pour arriver à développer cette compréhension commune-là. Et la dernière chose, c'est celle-ci. Si on ne veut pas jouer avec la roulette russe de nos élèves, voici où ce qu'on se rend. Et voici ce que c'est un jugement professionnel, un vrai. Je vais avoir 4 enseignants qui vont regarder la même copie d'un élève anonyme. Mettons, j'ai 4 profs de secondaire 2 qui regardent le même texte d'un élève de secondaire 2, un anonyme. Ils arriveraient au même constat de la performance de l'élève quant à la maîtrise des apprentissages qui est proposé dans l'activité. Chez nous, là, on pouvait avoir une variance de 10, 15, 20, 25 points de différence. C'est absolument inacceptable pour la profession, comme enseignant. Imaginez le contexte québécois, là, je vais juste vous l'amener. On vient d'avoir justement une annonce cette semaine. Là, 58, c'est 58, puis 59, c'est 59, puis 60, c'est 60. Je n'irai pas là, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mais si j'avais 4 enseignants, probablement il arriverait à des constats différents que ce ne serait pas tout 58. En fait, la recherche en évaluation, elle est on ne peut plus claire là-dessus. Plus on a des niveaux pour décrire la performance de l'élève, et ici au Québec, vous en avez 100, plus les chances de ne pas reporter de façon précise le progrès des élèves s'accentue. En fait, plus d'erreurs nous allons faire parce que comment est-ce que... En fait, j'ai hâte qu'un enseignant me dise c'est quoi la différence entre 66 et 67? Entre 68 et 69? Je vais aller plus loin. 70 et 75. C'est quoi la différence? En fait, la recherche a dit ceci. En évaluation, puis je peux vous donner des références, je ne sais pas si ça dit aujourd'hui, mais le constat est unanime. Au-delà de 5 niveaux de performance, là, on perd notre temps. Ça n'a aucune valeur ajoutée en termes de description du progrès et de la réussite des élèves. Je comprends qu'on a des pourcentages, que le ministre a une pression politique auprès des parents, parce que rappelez une chose, nos parents, leur vécu scolaire, c'est quoi? Quoi? Des pourcentages, ils comprennent ça. Mais ça, c'est pour les parents. De grâce, comme professionnels, n'utilisons pas cette façon d'évaluer pendant l'apprentissage avec nos élèves. Puis je reviendrai, c'est pas un commentaire politique, je veux pas que ce soit... Je fais juste rapporter ce que la recherche nous inspire en termes de réflexion pour soutenir l'élève dans son apprentissage. J'ai jamais vu mon jeune, mon fils de 14 ans ou n'importe quel adolescent de 14 ans recevoir une copie de 32% et dire « Oh zut, je vais devoir dorénavant me consacrer davantage à mes études et me réserver 1 heure à tous les soirs pour m'améliorer. » Pas pendant l'apprentissage. Pendant l'apprentissage, est-ce qu'on peut le soutenir pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour s'améliorer? C'est ça notre rôle comme professionnel, en fait. Pas pour classer les élèves et les ségréguer en termes de pourcentage. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'aurais aimé vous donner des raccourcis, mais ultimement, je vous dirais que voilà la place où l'autonomie professionnelle des enseignants s'exerce dans un milieu collaboratif où ensemble nous prenons les décisions et nous nous rendons ensemble responsables de la suite des choses. Si vous permettez, j'ai une question qui vient du clavardage en web diffusion, donc rapidement. Là. Pour vous, quel est l'impact du comment enseigner, les pratiques d'enseignement jugées efficaces par la recherche, si on considère qu'il y a eu mise en place d'un curriculum viable et garanti? Bien, en fait, une fois qu'on a répondu aux 2 premières questions, vous aurez compris, tantôt il y en avait 5, je n'ai pas fait allusion aux autres, parce que ce n'était pas le propos d'aujourd'hui, mais l'idée d'une fois qu'on a clairement identifié ce que nous voulons que les élèves apprennent, eh bien là, on laisse les enseignants exercer leur créativité par rapport aux à la façon que je vais l'enseigner. En fait, c'est certainement, la communauté d'apprentissage professionnel, c'est de profiter de l'expertise de chaque membre pour le bien du groupe, accroître la capacité de l'équipe. Et donc, il y a des enseignants qui ont cette pratique-là, ça fonctionne avec tes élèves, et tout cet échange professionnel-là entre les membres de l'équipe qui fait en sorte que le savoir collectif en sort mieux à la fin. Donc, cette idée d'échange de pratiques pédagogiques, mais encore une fois,
Je reviens à la recherche. Choisis tes pratiques pédagogiques. Mais à la fin de la journée, est-ce que cette pratique-là a aidé mes élèves à progresser? Et sinon, on a un devoir de réflexion sur est-ce qu'on continue à l'utiliser ou non. Je ne pense pas qu'il y ait un enseignant qui se lève le matin et dit « C'est quoi, moi, je vais utiliser cette pratique inefficace-là. Il me semble, celle-là, ça me tente de... » Tu sais? On essaie de faire... Et on a des indices sur la recherche qui dit, ben, mettons, tu as 200 pratiques pédagogiques, une extrêmement efficace en termes d'historique de recherche, puis une qui nuit aux élèves, tu sais, en ordre décroissant, hein, comme Hattie nous propose. Là. Bon, ce n'est pas la vérité de la palette, mais en même temps, il nous donne des indications que fouille donc dans les 20 premières au lieu dans les 20 dernières. Tu sais. Non, mais nous autres, chez nous, ça a été un problème parce qu'on avait une politique qui disait ceci. Quand un élève représentait 2 ans et demi de retard, il redoublait son année. On a arrêté ça. Parce que les élèves qui redoublaient, ils ne revenaient jamais à niveau. Là. Pour tenir un élève 1 an de plus, il va améliorer, il va se retrouver 2 ans en avant après. Là. Vous me suivez? Alors, OK, si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va intervenir tôt. Parce que ultimement, on a 2 leviers pour assurer le progrès et la réussite des élèves. Le temps et les stratégies. C'est tout ce qu'on a. Il y a des élèves qui vont avoir besoin de plus de temps, puis il y a des élèves qui vont avoir besoin de moins de temps, puis il faut pouvoir varier nos stratégies. Parce que si on l'enseigne 100 fois de la même façon, puis que l'élève n'a pas appris encore, là, ben, il y a quelqu'un qui va être frustré. Ben, non, plusieurs personnes vont être frustrées. Le prof et l'élève, là, tu sais. Alors, pratique pédagogique, pour moi, ça devient la réflexion de l'équipe de collaboration qui, dans une posture d'apprentissage pour eux autres aussi, développe cette pratique réflexive et disent « Hey, ça fonctionne, on continue à le faire. » J'espère que ça a répondu là, sur le web. C'est tout? Bien, merci beaucoup tout le monde. Merci. Un petit mot, je vous laisse partir rapidement, simplement pour remercier M. Massé. Vous dire aussi que les conférences vont être disponibles dans à peu près 10 jours. Là, par notre infolette, vous allez recevoir l'information. C'est très plaisir.